Merci pour cette présentation. Effectivement, je suis Dr Laetitia Velli, je travaille aux urgences de la Salpêtrière et je mène pas mal de recherches en termes de sepsis et biomarqueurs, infections virales, infections bactériennes. Donc j'ai travaillé aussi en collaboration avec l'Institut Pasteur sur Paris et actuellement je travaille également en thèse de sciences à l'INSERM sur ces biomarqueurs avec un positionnement, on va dire, un peu plus accru sur la cytométrie en flux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des biomarqueurs d'identification précoce du sepsis. Donc je remercie Beckman Coulter et ma biotech de m'avoir invité pour ce topo et évidemment la Société marocaine de chimie clinique de me permettre de présenter tout ce travail. Donc je vais insister aussi sur le positionnement et la performance clinique du MDW par rapport aux autres biomarqueurs. Alors, quid du sepsis, je fais une première diapo sur les définitions du sepsis, car comme vous le savez, le sepsis est régulièrement redéfini. Et donc la dernière conférence qui a eu lieu en 2016 a redéfini le sepsis, qui existait anciennement sepsis 2.0, en sepsis 3.0, où donc plusieurs entités qu'on utilisait régulièrement, donc comme le CIRS, le sepsis sévère, le choc septique, ont été un peu abandonnés par cette définition du sepsis 3.0 et où maintenant deux définitions subsistent. Le sepsis qui est noté comme une dysfonction des organes vitaux due à une réponse inappropriée de l'hôte à une infection bactérienne avec un score SOFA qui est un score et clinique et biologique supérieur ou égal à 2. Pardon. Et le choc septique, qui est défini comme un sepsis nécessitant des vasopresseurs afin de maintenir la pression artérielle moyenne au-dessus de 65 mm de mercure, associé à une hyperlactatémie au-dessus de 2 mmol par litre, malgré la correction d'une hypovolémie. Tout ça pour vous dire que, donc, entre sepsis 2.0 et sepsis 3.0, beaucoup de choses ont changé. Parmi les patients qui étaient inflammatoires, donc les patients qui avaient un CIRS, un syndrome de réponse inflammatoire systémique, il y avait les patients infectés, et parmi ces patients infectés, beaucoup faisaient partie de la définition du sepsis 2.0. Dans la nouvelle définition du sepsis 3.0, vous pouvez voir que la proportion des patients septiques dans cette définition est beaucoup moins importante, puisque maintenant, elle concerne surtout les patients plus graves. Voilà, ça c'est pour remettre un peu le contexte. Vous allez voir, je vais vous faire un topo un peu plus pratico-pratique vu par le médecin clinicien et non biologiste de ma part, mais pour vous montrer l'intérêt pour nous évidemment de cette biologie. Donc l'incidence du sepsis, c'est assez important. Il y a quand même 5 cas pour 100 000 habitants chez les moins de 65 ans et 25 cas pour 100 000 habitants pour les plus de 85 ans. Elle est grévée d'une morbimortalité importante, avec une mortalité globale qui est quand même de 30%. Et elle est particulièrement grévée de morbimortalité pour les patients âgés, immunodéprimés et les patients réanimatoires. Ces populations sont en constante augmentation, l'incidence est en constante augmentation du fait du vieillissement de la population, de l'augmentation de l'utilisation des antibiotiques, de l'augmentation de l'utilisation des traitements immunosuppresseurs, aussi des traitements anti-inflammatoires et infectieuses ou néoplasiques. Donc, comme je vous le disais, c'est une pathologie grave, fréquente. Et pour enrayer, on va dire, cette mortalité, il faut que le praticien, rapidement, déclenche la prescription d'antibiotiques, car elle a un impact réel sur la survie. Je pense que vous connaissez tous cette figure qui avait été publiée par Kumar en 2006 dans Critical Care of Medicine. On voit que le délai de prescription d'antibiotiques est inversement corrélé à la survie du patient. Donc plus vite on prescrit, plus le patient a de chances de survie. Seulement, ça c'est donc ce qu'on apprend, mais dans la vraie vie, malheureusement, la présentation clinique de ces patients septiques, ou plutôt on va dire infectés, avant qu'ils développent un sepsis, est vraiment très polymorphe. On considère qu'il y a pratiquement plus de 50% des patients septiques qui sont apyrétiques au moment où ils consultent aux urgences. Donc la chose n'est pas si facile. Et il y a un article qui est sorti en 2021 qui montre l'association entre la température, la fièvre et la prescription d'antibiotiques et la mortalité chez les patients qui consultent pour suspicion d'infection aux urgences. Et on voit que les patients qui consultent
et qui sont apyrétiques aux urgences, malheureusement, ont un risque plus important que les patients qui consultent pour fièvre, puisque le délai de prescription des antibiotiques va être augmenté. En plus de cette présentation clinique, évidemment, on a aussi les marqueurs sanguins d'inflammation, mais qui, malheureusement, ne sont pas complètement spécifiques et parfois nous entraînent dans des difficultés diagnostiques. Donc on a besoin d'outils diagnostiques précoces pour un objectif de roll-in et de roll-out, tout simplement pour prendre des décisions, pour raccourcir le délai de prescription des antibiotiques, mais aussi pour ne pas prescrire quand il ne faut pas, et donc améliorer l'utilisation rationnelle des antibiotiques, parce qu'on le sait tous, malheureusement, l'antibiorésistance fait partie de notre quotidien aussi, et il faut quand même essayer de rationaliser cette prescription d'antibiotiques. Alors, les diagnostics évidents aux urgences et dans d'autres services d'ailleurs, ça ne pose pas de souci, comme par exemple sur la radio que vous voyez à gauche, chez un patient qui peut arriver fébrile, une radio avec cette pneumonie franche-lobaire aiguë du lobe supérieur droit, voilà, le diagnostic est rapidement fait. Ou chez ce patient qui présente une grosse jambe rouge douloureuse, comme nous l'apprenons tous dans nos livres de médecine, où évidemment l'antibiotique va être prescrit rapidement. Malheureusement, ce n'est pas le quotidien dans les services, et particulièrement dans les services d'urgence, où les patients consultent sans symptômes complètement spécifiques, sans foyer évident. Donc, par exemple, où on voit cette radio d'un patient âgé, et on sait, les patients âgés arrivent souvent apyrétiques aux urgences, et ce n'est pas pour ça qu'ils ne sont pas sceptiques, avec des radios qui ne sont pas très interprétables, et parfois un peu d'inflammation, mais parfois sur des pathologies autres qu'ils peuvent avoir, parce que les patients âgés sont comorbides, et où on ne sait pas s'il faut démarrer ou pas les antibiotiques. L'autre problématique des urgences, c'est qu'on va avoir, comme vous le voyez sur la figure de droite, donc là c'est notre ancien logiciel au niveau des urgences qu'on utilisait il y a encore jusqu'à un an, où on voit du coup à gauche tous les patients qui attendent de voir un médecin, donc ils sont en train d'attendre là, les patients qui sont installés, les patients en rouge, les patients les plus graves qui sont en déchocage, qui sont déjà pris en charge par les médecins et finalement qui ceux-là nous posent un peu moins de soucis puisqu'ils sont graves, donc on les détecte rapidement et généralement les antibiotiques sont quand même prescrits très rapidement pour ces patients-là, quand en tout cas on a une suspicion d'infection. Le but là, et notre job, c'est surtout parmi tous ces patients-là qui sont moins graves, qui attendent de voir un médecin, c'est de détecter les patients qui ont une infection. Déjà, faire la distinction entre infection virale et bactérienne, ce n'est pas forcément aisé. Et surtout, de reconnaître parmi ces patients le patient qui n'est pas grave, mais qui va potentiellement s'aggraver. Et donc, nous, tous les jours, on doit prendre la décision de antibiotique, pas antibiotique. Et est-ce que je dois garder le malade hospitalisé parce qu'il a une chance de s'aggraver, ou un risque plutôt de s'aggraver? Donc voilà, ça c'est une diapositive qui vous montre un peu la complexité des choses, puisque parmi les patients septiques et parmi les patients inflammatoires, parce que tout ça va modifier malheureusement tous les biomarqueurs de l'inflammation, de l'infection, on va avoir les patients qui vont avoir évidemment la bactériémie, enfin qui vont avoir une infection bactérienne, mais on va avoir les virus, les parasitoses, les patients avec des fongémies, mais également toutes les autres pathologies qui peuvent modifier tous ces marqueurs inflammatoires et donc des biomarqueurs qui peuvent être utilisés pour la détection des infections bactériennes et du sepsis, comme les traumatismes, les pancréatites, les brûlés, les pathologies auto-immunes, les cancers qui peuvent vraiment du coup impacter notre prise de décision. Alors, quid des biomarqueurs? Comme je le disais, on retrouve ce profil inflammatoire dans de nombreuses situations cliniques. Et malheureusement, donc, lors d'une inflammation d'origine non infectieuse, donc on retrouve les DAMPs, les Damage Associated Molecular Patterns, qui initient une réponse inflammatoire proche de celle observée lors du sepsis. Et lors d'un sepsis bactérien, les PAMPs, donc les Pathogen Associated Molecular Patterns, déclenchent eux la libération de médiateurs de l'hôte impliqués dans les réponses immunitaires innées et dans l'inflammation et qui ont les mêmes récepteurs que les DAMPs. Ça, c'est vraiment la source de confusion et ça explique pourquoi, pour le moment, en tout cas jusqu'à présent, on a des difficultés à avoir le biomarqueur magique qui puisse déterminer ces patients infectés
avec infection bactérienne. Voilà, donc nous, cliniciens, on veut effectivement faire un diagnostic précoce, rapide et précis pour démarrer les antibiotiques, mais pour le moment, il n'y a pas de biomarqueur magique en tout cas, et enfin, je vais vous le présenter par la suite. Il y a quand même beaucoup d'études en cours qui améliorent quand même les choses et qui vont répondre plus à nos questions. Donc voilà, lors d'infection bactérienne, d'un sepsis, donc le pathogène arrive et une réponse immunitaire adaptative et innée va se mettre en route avec tout d'abord une réponse hyper-inflammatoire, puis en seconde partie une réponse plutôt immunosuppressive. La réponse hyper-inflammatoire, on l'a vu, et je pense qu'elle a été mise en exergue par la crise du Covid-19, malheureusement, où les patients hyper-inflammatoires sont arrivés dans les différents services d'urgence et de réanimation, et où il a été compliqué parfois, puisque cette réponse hyper-inflammatoire va donc libérer des médiateurs du sepsis, va libérer des biomarqueurs finalement qu'on utilise tous les jours, mais qui ne vont pas forcément être spécifiques d'infection bactérienne. C'est là où tout est complexe. Donc, au fil de la réponse immunitaire, en premier lieu, il va y avoir donc évidemment un relargage et donc du coup une augmentation des cellules immunitaires dans le sang. Et donc, comme la réponse immunitaire va favoriser, proliférer toutes ces cellules immunitaires, des cellules immunitaires immatures vont arriver dans le sang et il va y avoir une modification morphologique des cellules dans le sang. Ensuite, une phase de sécrétion des cytokines et une phase de relargage des protéines que l'on utilise couramment, comme la procalcitonine, donc la PCT, et la C-réactive protéine, que l'on utilise aussi couramment. Donc là, je vous présente un tableau qui répertorie quand même des biomarqueurs intéressants pour cette question infection bactérienne, infection virale et sepsis, où vous voyez donc notre gold standard quand même, qui est la PCT, qui pour les patients suspects de sepsis ont une AUC à 0,85, donc vraiment plutôt bonne. La CRP qui est un peu moins spécifique quand même, avec une AUC à 0,77, et l'interleukine 6, dont je reparlerai un petit peu tout à l'heure, à 0,79, qui fait quand même pratiquement mieux que la CRP, et on verra qu'il fait en fait mieux, surtout dans l'évaluation de la gravité du sepsis. Et puis d'autres biomarqueurs comme le STREM1, la préceptine, le LPB ou le CD64. Alors, beaucoup d'études ont été faites. Ça, c'est une étude qui avait été publiée par mon chef de service à l'époque dans Critical Care en 2007, qui montrait du coup l'évaluation de la procalcitonine aux urgences pour détecter les patients ayant une infection bactérienne ou un sepsis qui se développe. Et on voit donc que la PCT a quand même donc un odds ratio à 4,54, meilleur que la CRP, qui a un odds ratio à 3,87. Et finalement, les globules blancs, qui font toujours aussi bien, qui sont quand même assez bons à 3,17. Voilà, et tout ça aussi pour vous dire et pour vous montrer que finalement la suspicion, et c'est pour ça que c'est important dans des congrès comme ça de biologie, que aussi la part clinique soit mise en relation, puisque finalement l'impression diagnostique du médecin en fait à l'arrivée du patient fait meilleur que les biomarqueurs. Enfin, elle ne fait pas meilleur, mais en tout cas, elle aide beaucoup au diagnostic. Ça, c'est un tableau qui vous montre la corrélation entre la PCT et les hémocultures, et donc ça veut dire entre la PCT et les patients qui ont une septicémie, et donc qui vont développer le sepsis, choc septique, sepsis sévère. Et donc les PCT basses, qui sont inférieures à 0,1 et inférieures à 0,25, sont peu corrélés à des hémocultures positives. Donc, vous le voyez, là, il y a 1% d'hémocultures positives. Quand la PCT augmente et passe de 0,25 à 0,5, là, on passe à 4% d'hémocultures positives. Pareil pour les PCT entre 0,5 et 1. Et quand la PCT est supérieure à 1, et là, le taux d'hémoculture est quand même beaucoup plus positif, est quand même beaucoup plus important, avec un taux à 18%. Donc, on peut quand même déjà sur ce tableau se dire que la PCT
va être prédictive d'une certaine gravité, puisque si le patient il a une septicémie, il est grave et il risque de développer le choc septique, le sepsis sévère et le choc septique. Donc, comme je viens de le dire, donc des études ont été réalisées. Et donc là, dans cette étude qui avait été publiée en 2010, on voit que la PCT est vraiment une aide au diagnostic du sepsis, avec des valeurs de PCT qui sont inférieures à 0,5 quand le patient a un faible risque de développer un sepsis sévère, un choc septique, entre 0,5 et inférieur à 2 quand le risque est modéré de développer ce choc septique, et supérieur à 2, quand une PCT est vraiment supérieure à 2, là, un haut risque de développer le sepsis sévère et le choc septique. Encore une diapositive qui montre la corrélation entre PCT et gravité du sepsis sur une autre étude qui avait été réalisée, qui avait été publiée dans Critical Care of Medicine en 2001, où on voit donc dans ces boîtes à moustaches la PCT en fonction des différents groupes de patients avec un CIRS, donc une réponse inflammatoire, sepsis, un sepsis sévère et un choc septique. Et on voit que la PCT est quand même particulièrement bonne pour prédire de la gravité du sepsis. Mais avec un overlap, toujours un petit peu, mais qui est quand même plutôt très bonne, en tout cas entre sepsis et sepsis sévère choc septique. Je vous rappelle que la définition du sepsis 2.0 n'incluait que ces patients-là pour les sepsis et sepsis sévères. Maintenant, sepsis 3.0 englobe, pour la définition du sepsis, l'ensemble de cette population-là plus grave. Pour l'interleukine 6, pareil, c'est quand même un bon biomarqueur aussi pour la détection, en tout cas, de la gravité du sepsis dans ces deux groupes pour les sepsis sévères et les chocs septiques, mais avec un chevauchement plus important que la PCT quand même. Donc peut-être un peu moins fiable. En parlant de la PCT, donc voilà, vous savez, sur le marché, il y a quand même pas mal de PCT qui peuvent être utilisées. La PCT Brahms, la PCT Cryptor de chez Brahms étant considérée comme celle un peu gold standard. Je vous présente, moi, le test Access de la PCT développé par Beckman, qui montre une corrélation très bonne entre cette PCT Cryptor et cette PCT Access, avec de très bons résultats, meilleurs même que les autres PCT après développés de chez Brahms. Pourquoi utiliser ce test Access PCT ? Donc, on l'a dit, les résultats sont fiables, les limites de quantification sont très bonnes, à 0,02 nanogrammes par ml. Le coefficient de variation est inférieur à 8% en concentration supérieure à 0,15 nanogrammes par ml. Surtout, et ça, ça va nous intéresser en tant que cliniciens, la rapidité d'accès des résultats, 20 minutes pour obtenir les premiers résultats, et ça, c'est important pour nous. Et surtout aussi un faible volume minimal nécessaire, parce qu'on le sait, les patients qui vont avoir un sepsis sévère, un choc septique, sont parfois difficiles à prélever, même très souvent difficiles à prélever, du fait d'une hypotension. Et donc, ça va être plus compliqué. Et là, 35 microlitres de sang suffisent pour avoir le résultat. Ça va améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts grâce à l'amélioration des tests PCT par ce système d'immunodosage Access, grâce à des systèmes à haut débit avec plus de 65 dosages disponibles, avec une réduction des étapes manuelles par rapport aux autres systèmes, un stockage des réactifs en milieu liquide avec des packs prêts à l'emploi pour 50 tests et une stabilité d'étalonnage de 42 jours. Mais, voilà, je n'ai pas fini là-dessus, on va aller vers d'autres biomarqueurs parce que comme on l'a vu, la CRP c'est un bon marqueur d'inflammation, mais ça manque de spécificité vis-à-vis des infections bactériennes. La PCT, comme on l'a vu aussi, elle est plus spécifique. Elle est validée pour le moment que dans l'infection pulmonaire et méningée de l'adulte et les infections urinaires de l'enfant. Et malheureusement, elle a encore de nombreux faux positifs, comme par exemple les patients hémodialysés qui vont donc augmenter leur PCT sans forcément d'infection. Certains cancers, les coups de chaleur par exemple, les nouveau-nés de moins de 48 heures vont avoir des PCT plus hautes. Donc ça va être compliqué aussi pour nous de catégoriser les patients. Et la PCT a aussi des faux négatifs sur parfois des abcès des parties molles, des médiastinites, des pneumopathies atypiques, des prélèvements trop précoces, parce que comme on l'a vu sur la figure tout à l'heure avec la phase d'hyperinflammation puis d'immunodépression, il y a une phase de différenciation de la morphologie cellulaire, de sécrétion des cytokines et de relargage des protéines. Et donc avant qu'il y ait ce relargage des protéines, malheureusement, le patient a déjà engendré la voie vers son sepsis. Et donc,
On aimerait avoir des biomarqueurs qui s'élèvent plus rapidement pour prédire plus rapidement de la gravité du sepsis. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, la crise du Covid-19 nous a appris aussi pas mal de choses, et on a vu malheureusement aussi pendant la crise du Covid-19 que la procalcitonin était un moins bon biomarqueur, en tout cas chez les patients infectés Covid-19, pour déterminer une co-infection bactérienne, mais par contre que la PCT était directement corrélée à la gravité du patient. Donc, biomarqueurs et recherche, là j'en ai mis que quelques-unes, mais il y en a évidemment beaucoup plus. Il y a énormément d'études sur le sujet, ça a été mis en exergue avec la crise du Covid-19. Mais voilà, il y a beaucoup d'études qui sont en route dans les services d'urgence, parce que énormément d'études avaient été publiées auparavant dans les services de réanimation, où les patients reçoivent déjà les traitements maximum. Il faut maintenant se focaliser, je pense, sur les services où les patients ne sont pas encore graves et risquent de s'aggraver, pour justement débuter les traitements au plus rapidement. Donc là, je vous ai mis une diapositive montrant quelques biomarqueurs d'intérêt, on en a déjà parlé, mais donc dans les biomarqueurs plasmatiques, la CRP, la PCT, l'interleukine 6, l'interleukine 8, l'angiopoïétine, HNL aussi, qui a l'air de donner pas mal de résultats. Voilà. Il y a aussi des biomarqueurs microbiens, comme le LPS, mais qui sont techniquement difficiles. Et puis des biomarqueurs cellulaires avec la cytométrie, qui quand même se développe et a été également mis en exergue par la crise du Covid-19, avec des biomarqueurs qui sont potentiellement intéressants, le HLA-DR, CX3CR1, CD64, par exemple. Donc la cytométrie de flux, vous la connaissez, on a eu déjà pas mal de diapositives sur la cytométrie ce matin. La technique, elle repose sur la mesure de la lésion des biomarqueurs sur la surface des cellules sanguines en réponse au type d'infection, et ça révèle donc la présence et la concentration par fluorescence. Et en fait, il y a déjà plusieurs études qui ont montré qu'on pouvait faire un triage des patients infectés aux urgences grâce à ces techniques de cytométrie de flux. Et la technique peut être particulièrement efficace pour séparer les infections bactériennes des infections virales dans la population adulte. Donc pareil, énormément de recherches là-dessus, en cytométrie, chez les patients aux urgences, avec des combinaisons de biomarqueurs intéressants, dont par exemple CD169, CD64, HLA-DR, qui semblent particulièrement intéressants pour détecter les patients avant le développement d'un sepsis. Mais la cytométrie de flux peut être utilisée de façon, on va dire, un peu plus simple, en utilisant seulement la taille des cellules sanguines. Et c'est pour ça que, donc là, je vais vous parler d'un marqueur intéressant, le MDW, qui se focalise sur la distribution de la taille des cellules, en particulier des monocytes. Comme on l'a vu tout à l'heure, quand l'infection arrive, le pathogène arrive, il y a donc recrutement des cellules immunitaires et donc l'arrivée de cellules un peu plus immatures dans le sang, et donc la distribution de la taille des monocytes, enfin des cellules immunitaires, va changer sur les résultats de la cytométrie. Donc là, on peut le voir sur cette figure. Donc à gauche, vous voyez un patient non septique et à droite, un patient septique. Et on peut voir au niveau des monocytes, au niveau des neutrophiles, au niveau même des éosinophiles, j'ai envie de dire aussi des lymphocytes, que les morphologies, enfin que la distribution des morphologies va changer. Donc la question que s'est posée l'équipe de recherche chez Beckman-Coulter, c'était de savoir si on ne pouvait pas utiliser cette distribution pour justement se dire qu'on va pouvoir catégoriser le patient non septique du patient septique, en tout cas qui va devenir septique, avant que le patient développe, en tout cas cliniquement, une gravité. Donc, une étude nord-américaine a été publiée dans le journal Chest en 2017 sur cette distribution des monocytes. Donc, il y a eu des inclusions de fait de septembre 2014 à décembre 2014 sur tout patient consultant aux urgences. Donc, c'était vraiment une étude menée aux urgences. Tout patient consultant aux urgences ayant une prescription de NFS.
Et donc, dans ces patients-là, évidemment, on va avoir des contrôles, des patients non infectés, des patients avec de l'inflammation, une infection, un sepsis. Et les groupes ont été mis en fonction des critères 2.0 et 3.0. Pourquoi ? Le sepsis 3.0, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé par les réanimateurs, comme je vous l'avais dit. Il y a beaucoup en tout cas, c'est particulièrement utilisé pour les patients très graves. Aux urgences, on a beaucoup moins de patients très graves. On les a avant qu'ils s'aggravent, finalement. Et on utilise encore beaucoup la définition de sepsis 2.0. Et donc, c'est important dans ces études de parler encore du sepsis 2.0. Et donc la morphologie des monocytes comme marqueur discriminant, on peut le voir ici sur ces figures. On a la taille des monocytes. Les neutrophiles sur cette première étude avaient été également étudiés. Et on voit que chez les patients septiques, la distribution est différente du patient juste infecté. Les patients ont été prélevés avant qu'ils ne s'aggravent, d'accord ? Et ensuite, on a eu un suivi sur 30 jours. Ils ont été adjudiqués par des experts pour savoir s'ils étaient infectés, septiques, etc., sur les critères à 30 jours. Donc ils ont été prélevés avant toute aggravation. Et on peut voir que quand même, le MDW a l'air d'être efficace, est efficace en tout cas, pour prédire la gravité du patient. Donc là, on a les aires sous la courbe, les courbes ROC, pour les performances cliniques du MDW associées au compte globulaire, donc pour les globules blancs. Et on peut voir que donc, sur la courbe A, où sont tous les patients suspects d'infection, où on a une belle aire sur la courbe, et la courbe B, où ont été inclus les patients avec un CIRS également. L'aire est un peu moins bonne, mais en tout cas, chez les patients suspects d'infection, vraiment, l'AUC sur la courbe du MDW avec le compte des globules blancs, est très bonne avec un AUC à 0,89. Donc il fait meilleur que la CRP, meilleur que la PCT, meilleur que les globules blancs seuls. Pardon. Oula. Excusez-moi. Et donc ça, c'est une courbe montrant la probabilité de développer un sepsis avec le bénéfice d'avoir le résultat du MDW. Et on peut voir, donc ça c'est la courbe en bleu, c'est juste le compte... la numération de la formule sanguine avec le compte des globules blancs, et le MDW qui apporte vraiment un bénéfice en fonction de la probabilité du sepsis pour détecter les patients plus à même de développer un sepsis. Une seconde étude a été ensuite faite et publiée en 2021 dans Critical Care of Medicine. C'est une étude européenne qui a été réalisée en Espagne et en France, donc avec... qui a été réalisé dans notre service de la Pitié-Salpêtrière, où on a redosé pour savoir si le MDW était comparable entre cette population nord-américaine et cette population européenne. Et en plus de la comparaison avec les globules blancs, ils ont été comparés avec la CRP et la PCT. Donc pareil, donc des patients ont été inclus de 2018 à 2019. Pareil, tout patient consultant aux urgences et ayant une prescription de NFS. Et différents groupes ont été faits entre les sepsis 2.0 et sepsis 3.0. Et donc on retrouve globalement les mêmes résultats avec un MDW qui est discriminant pour les patients ayant en tout cas ayant un risque de développer un sepsis sévère, un choc septique. Et vous pouvez voir qu'en plus d'être discriminant, ils ont un chevauchement qui est presque inexistant, au niveau des patients à un risque de développer un choc septique, donc les patients les plus graves. Donc ça, c'est très intéressant puisqu'il n'y a pas beaucoup de marqueurs qui font ça, avec les critères 2.0 et les critères 3.0. Vraiment, ça a l'air d'être efficace, avec des résultats qui sont rapides. MDW prédictif de gravité, je vous représente ça parce que je vais en rediscuter dans la diapositive suivante. Je vous représente les critères de CIRS et les critères de QSOFA, parce que comme je vous l'ai dit, donc, sepsis 3.0 utilisé par les réanimateurs, finalement les urgentistes utilisent beaucoup encore la définition du sepsis 2.0. Ils s'adaptent quand même avec le sepsis 3.0 en utilisant le SOFA score, donc défini par un système de points, et un risque de développer un sepsis
lorsqu'on a plus de 2 points. Donc si on a une pression artérielle systolique inférieure à 100 mm de mercure, une fréquence respiratoire supérieure à 20, un Glasgow score inférieur à 14, associé avec une confusion, par exemple. Et le CIRS, là, qui était plutôt sur la définition du sepsis 2.0, qui est encore quand même beaucoup utilisé aussi dans les services d'urgence, défini par une température supérieure à 38 ou inférieure à 36, une fréquence respiratoire supérieure à 22, une fréquence cardiaque supérieure à 90, ou un compte de globules blancs inférieur à 4000 ou supérieur à 12 000, ou plus de 10% de cellules immatures. Je vous parle de ça parce qu'on a comparé du coup le MDW en fonction du nombre de points accumulés sur ces scores, donc 1, 2, 3, 4 points sur le CIRS, ou pour le QSOFA score. Et on a associé ce résultat de MDW en fonction du nombre de points. Et en fait, on peut voir qu'on a une bonne corrélation avec le MDW. Et par exemple, un patient qui arrive, donc qui n'est pas septique, qui a juste un syndrome d'inflammation systémique, avec 4 points, et qui a un MDW anormal, a 84% de chances de développer un sepsis. D'accord ? Pareil pour le QSOFA, on a une très bonne corrélation. Ensuite, les performances cliniques du MDW associées au compte globulaire, qui montrent également de bons résultats. Donc, en haut, vous voyez en fait des patients suspects d'infection bactérienne, avec des comptes avec les globules blancs, là, le WC normal, ou là, le résultat anormal de WC, pardon. Et en dessous, le même tableau, mais avec les patients qui n'est pas forcément suspect d'infection, c'était tout patient venant. Et on voit que quand on a un compte anormal de globules blancs et un MDW anormal, on a une bonne détection, pareil, des patients à risque de développer un sepsis. Voilà. Donc le MDW, ça permet la détection rapide des patients septiques. Le résultat est rapide. Il s'élève précocement chez les patients avant même de développer un sepsis. Il y a une performance accrue avec les résultats de la formule sanguine qui donc est conjointement en fait utilisée sur ces techniques de cytomètre. Le prélèvement est standard sur tube de mélioration sanguine et les résultats sont rapides. Voilà, merci pour votre attention.